Écoutez, donc moi, ce que je voulais faire, c'est un petit peu recontextualiser. Merci pour tous ceux qui mettent leur caméra et raconter l'histoire de l'arrivée des pères aidants dans les structures de soins telles que moi je l'ai connues. Alors, je suis pas le premier en France à avoir recruté des pères aidants. Ça a commencé ailleurs, en particulier à Lille, à Marseille, avec le DU de Paris 8 et puis ensuite la licence médiateur de santé père. Et puis, moi, j'ai créé le DU père aidants en santé mentale et Philippe Maugiron fait partie du comité pédagogique en 2019. Il me semble que nos premières réunions, ça devait être fin 2017 ou début 2018, quelque chose comme ça. Donc, c'est un diplôme qu'on a monté ensemble, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Et d'ailleurs, on a fait passer l'examen dans mon bureau avec Philippe. On était ensemble en binôme il y a quelques semaines, ou la semaine dernière, je ne sais plus exactement, une dizaine de jours, je crois. Voilà, donc moi j'ai connu la réhabilitation psychosociale avant l'arrivée des pères aidants, et maintenant je la connais avec les pères aidants, et moi je la conçois plus, je préfère vous dire d'emblée ça en introduction, sans pères aidants, parce que c'est à la fois un levier extrêmement important pour les personnes qu'on accompagne, ça donne vraiment une légitimité, une crédibilité au discours qui est multiplié par 10, par 100, je ne sais pas combien. C'est énorme la plus-value de ce côté-là. Et c'est aussi un levier extrêmement important pour transformer les équipes. Moi, pour raconter mon histoire propre, donc j'ai commencé dans la réhabilitation psychosociale à travers la recherche sur les sciences cognitives, en sciences cognitives, avec l'idée qu'on pourrait, avec des nouvelles techniques dites de remédiation cognitive, c'était il y a une vingtaine d'années, améliorer finalement le pouvoir de décision et d'action. Donc petit à petit, j'en suis venu à la réhabilitation psychosociale, à créer des structures de réhabilitation psychosociale, et puis finalement à prendre la responsabilité d'un pôle avec une partie secteur de psychiatrie générale et des structures de recours, réhabilitation psychosociale, jeunes psychotiques, autisme, et la partie sectorisée, responsabilité géopopulationnelle directe, c'est 3e, 6e, 8e arrondissement de Lyon. Et si j'ai pris cette responsabilité il y a un tout petit peu moins de 2 ans maintenant, c'était vraiment pour mettre en place les approches orientées établissement, mettre en place la réhabilitation psychosociale pour toute la population en première ligne en direct. Et ça, je ne le concevais pas sans les pères aidants, bien évidemment. Et si je vous dis ça, c'est parce que quand j'ai pris la responsabilité de ce pôle, il n'y avait pas de chef de pôle depuis 6 mois. La précédente était partie, elle était en arrêt maladie, elle avait démissionné, et puis il n'y avait personne. Et moi, je suis arrivé le 1er janvier 2020 avec quelque chose qui était un petit peu en désuétude, et il n'y avait aucune culture de la père-aidance, en tout cas sur la partie sectorisée de ce pôle-là. La première père aidante qui m'a aidé, c'est Camille Ignard, qui ne peut pas être là aujourd'hui malheureusement, mais avec laquelle j'ai eu un partenariat pendant 4 ans, qui était là d'ailleurs tout à l'heure dans le bureau d'à côté, parce qu'on a encore des collaborations. Et petit à petit, avec Camille et puis quelques autres pères aidants qu'on a recrutés, la culture de la père aidance s'est implantée dans un secteur de psychiatrie générale. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que même en unité d'hospitalisation, c'est Camille qui m'a aidé à faire ça. Maintenant, les infirmiers, les psychologues, les secrétaires, les assistantes sociales, les cadres de santé, les cadres supérieurs de santé réclament la présence du père aidant. Le poste est libre en ce moment, qu'on se le dise, là il est à pourvoir, enfin, une candidature éventuelle bientôt, une deuxième, mais c'est encore libre, c'est encore ouvert, s'il y a des pères aidants qui sont là. C'est un beau poste, parce qu'on l'a créé complètement sur mesure avec Camille. C'est pour des gens qui sont en phase de rétablissement, qui sont en phase d'hospitalisation pour préparer leur sortie et leur mettre à disposition les outils du rétablissement. C'est l'heure d'unité d'hospitalisation et les gens montent voir le père aidant en fait. Ça, c'est une modalité qu'on a trouvée pour que le père aidant se sente utile et efficace et que ce soit à la fois le bon moment pour lui, pour les personnes, et puis qu'il ne soit pas non plus en difficulté dans une unité au plein cœur de la crise, parce que ça peut mettre en péril, ça peut faire se sentir inefficace et finalement remettre en cause les capacités du père aidant. On avait testé aussi avec Camille auparavant et on a vite vu que c'était pas ce qu'il fallait faire. Donc ici, vous voyez, sur l'unité d'hospitalisation, il y a un poste de père aidant qui était pourvu, qui est à repourvoir. Sur les équipes mobiles, il y a des pères aidants. Sur le CMP, il y a un père aidant. Au CTDP, il y a un père aidant. L'unité d'aide aux aidants pour aider les familles, il y a un père aidant. Et évidemment, les structures de réhabilitation psychosociale et autisme. Et jeunes psychotiques, il y a des pères aidants partout. Parce qu'en fait, on ne peut pas travailler sans les pères aidants pour faire passer un discours type psychoéducatif, un discours informatif, pour travailler avec les directives anticipées incitatives en psychiatrie ou plan de crise conjoint, pour tous les outils du rétablissement, le livret du rétablissement, même les plans de suivi individualisés. Je pense que les pères aidants sont indispensables à tous les niveaux, y compris en hospitalisation. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et en fait, ils ne viennent remplacer personne. Ce que je dis là, ça n'a rien de révolutionnaire, c'est juste une évidence. Hein. Et ils viennent remplacer personne parce que leur place, elle est complètement naturelle, elle est complètement légitime dès qu'ils veulent bien être là. Donc nous, notre responsabilité à nous, et à Limoges, c'est comme ça, à Lyon, c'est comme ça, mais il y a d'autres villes où je sais que c'est pas encore comme ça, et Philippe va pouvoir peut-être en parler un peu plus. Notre responsabilité à nous, c'est de faire créer des postes. C'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir des formations auxquelles les gens accèdent et qu'ensuite ils puissent avoir un parcours professionnel qui soit balisé. Ça, c'est notre responsabilité à nous, et sinon on doit les laisser travailler. Pour moi, le père aidant, alors, puisque je viens un petit peu plus au cœur du sujet, c'est vraiment un membre de l'équipe à part entière.
C'est-à-dire qu'il a accès à toutes les réunions, il a accès à des modalités normales de travail comme tout membre de l'équipe, comme tout professionnel de santé mentale qui est ici. Il a accès évidemment au dossier médical, il fait des comptes rendus et on prépare les projets avec lui. Pour moi, ça paraît complètement évident. Et si on fait comme ça, il n'y a pas de péril, il n'y a pas de problème. Les choses se passent tout à fait correctement. Ça, c'est dans ma perspective d'organisateur de structure de soins. Mais je peux le dire aussi pour les collègues qui ne sont pas organisateurs, ça se passe complètement bien. Et les pères aidants s'intègrent dans les équipes de manière tout à fait naturelle, si on veut bien le préparer comme ça, et si on prépare la place qu'ils vont occuper. Et là, je peux passer la parole à Philippe, puis je reprendrai sûrement la parole après. Oui, merci Nicolas. Je voudrais vraiment remercier le C2RL d'organiser ce colloque sur la pérédance. Nous avons encore aujourd'hui besoin de diffuser eh bien le fait que se rétablir c'est possible, de diffuser l'idée que aujourd'hui travailler sans père aidant, notamment dans des équipes qui prodiguent qui sont orientées, les équipes de soins orientées réhabilitation psychosociale, eh bien, ce n'est plus possible. Je remercie le docteur Émilie Lafarge de m'avoir sollicité, mais aussi le professeur Franck de m'avoir demandé d'intervenir avec lui aujourd'hui. Alors oui, bien entendu, j'adhère à tout ce qu'a dit le professeur Franck, mais je voudrais simplement ajouter une chose, c'est que pour développer la pérédance aujourd'hui, eh bien, nous avons besoin d'équipes et de professionnels qui accueillent des pères aidants. C'est pour nous un enjeu crucial. Donc c'est la raison pour laquelle intervenir aujourd'hui auprès de professionnels qui travaillent au sein d'équipes de réhabilitation psychosociale, c'est un enjeu majeur pour nous. Parce que j'observe que beaucoup de ces professionnels souhaiteraient travailler avec un père aidant. L'idée fait son chemin, cela a de l'attrait pour certains, mais il s'agit de transformer dans la réalité ce pieux désir en une réalité d'intégration d'un père aidant professionnel au sein d'une équipe. Et aujourd'hui, intégrer un père aidant professionnel, ça se prépare. Le professeur Franck l'a très bien compris puisqu'il a développé une formation, il accompagne les pères aidants au sein des équipes et les équipes sont formées. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu crucial de former les pères aidants, mais aussi de former les équipes pour que la rencontre et la co-construction deviennent possibles et mettre toutes les chances de son côté. Alors effectivement, moi ce que je remarque dans les équipes dans lesquelles ça fonctionne, eh bien, aucun collègue de travail ne souhaiterait aujourd'hui ou n'envisagerait aujourd'hui travailler sans père aidant. En d'autres termes, et j'ose le mot, adopter un père aidant et vous verrez, vous ne pourrez plus vous en passer. C'est-à-dire que travailler avec une personne dépositaire d'un savoir spécifique, en capacité de restituer son histoire personnelle auprès des personnes accueillies dans les services, mais aussi auprès des professionnels, ça change la donne, ça ouvre un territoire tout à fait nouveau qui permet de mieux comprendre les personnes en demande d'aide, mais aussi qui donne un sens nouveau à sa pratique. C'est une ouverture et qui est qualifiée d'un nouveau paradigme. C'est, je crois, même un nouveau champ de recherche et ça ouvre sur de nouvelles compétences. Et là, on est, quand ça fonctionne, dans du gagnant-gagnant pour tout le monde. Du gagnant-gagnant pour les personnes accueillies, du gagnant-gagnant pour les équipes de soins et du gagnant-gagnant, bien évidemment, pour les pères aidants. Tout le monde a à y gagner. Je constate aussi que les équipes de réhabilitation sont naturellement dans une orientation de soins compatibles au rétablissement. C'est la raison pour laquelle j'encourage tous les professionnels à se tourner vers les différentes formations proposées aujourd'hui. Il y en a deux, il y a le DU de Lyon et puis la licence portée par l'Université Sorbonne Paris-Nord, pour prendre contact avec les personnes sur place et proposer et faire acte de candidature pour intégrer un père aidant professionnel. Je voudrais rebondir bien évidemment sur ce qu'a dit le professeur Franck. Il ne s'agit pas de travailler avec un père aidant contre qui que ce soit ou contre quoi que ce soit, mais pour le bénéfice, pour des compétences et pour travailler mieux ensemble. C'est là la grande question et le véritable enjeu de la rencontre, encore une fois, entre ces nouveaux acteurs, demain ces nouveaux professionnels que sont les pères aidants professionnels qui s'intègrent au sein des équipes. Et je peux vous dire que intégrer un père aidant professionnel, oui, ça aide grandement les personnes qui sont accueillies dans les services, les usagers à
intégrer leur parcours de rétablissement, mais aussi ça aide les professionnels à mieux comprendre les enjeux du rétablissement des personnes qu'ils accompagnent. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes au tout début, j'allais dire, des champs d'application de la paire aidance. On parle de la santé mentale, qu'il faut bien évidemment développer, mais il y a plein d'autres champs qu'on commence à identifier, notamment pour les étudiants, les chômeurs, et peut-être demain d'autres territoires. Merci beaucoup pour votre intervention. Du coup, vous avez fini? Oui, pardon, je n'avais pas branché le micro. Donc, peut-être pour rebondir sur la formation des équipes, hein, je pense que pour que ça fonctionne, il faut que les gens soient suffisamment engagés, il faut qu'ils puissent palper ce que c'est que leur établissement. Donc, à la fois, ils ont besoin que les pères aidants soient là, et puis à la fois, ils ne pourront pas effectivement appréhender ce que c'est que leur établissement sans avoir déjà été confrontés aux pères aidants ou à des expériences de rétablissement. C'est en particulier difficile pour les équipes qui travaillent en hospitalisation, qui ont un biais, parce qu'ils voient toujours les personnes qui ont les plus grosses difficultés et qui ont toujours l'impression que le rétablissement, c'est très loin, ou ça n'existe pas, c'est inaccessible pour une partie de la population. C'est pour ces professionnels-là qu'il faut vraiment le plus travailler sur la sensibilisation, l'initiation aux approches orientées rétablissement, en leur faisant faire éventuellement des stages dans d'autres structures, puis en les confrontant à des pères aidants qui vont pouvoir raconter un petit peu comment ça s'est passé et en les intégrant progressivement à l'équipe. Si on ne le fait pas, ça ne va pas changer. Si on le fait trop vite, en fait, ça va se casser, ça va se bloquer, parce que le père aidant sera mis en difficulté. Donc il y a vraiment toute une bonne alchimie à trouver en termes de temporalité pour que le père aidant puisse intégrer progressivement le fonctionnement de cette équipe-là. Et ce qu'on avait fait avec Camille, moi je trouve que c'est intéressant parce qu'elle était à la fois dedans et dehors. Elle était dans le bâtiment et les unités d'hospitalisation. Il y en a 4 qui sont en dessous, là, au deuxième étage du bâtiment. Il y en a au premier, il y en a au rez-de-chaussée. Alors elle était dans ce bâtiment, mais elle n'était pas dans les unités et c'était quelque chose qui se passait sur la base de l'affichage, de la communication aux équipes. Donc les personnes qui sont hospitalisées dans ces unités peuvent solliciter le père aidant. C'est des dessins qu'avait fait Camille avec un petit texte qui est explicite. Ils sollicitaient un entretien. Ils étaient accompagnés par un infirmier dans le bureau qui était en face du mien, juste là. Ça, je trouve que c'est un dispositif qui est intéressant, qui permettait d'être à la fois dans le bâtiment d'hospitalisation, mais pas dans les unités, sans la mettre en difficulté et en lui permettant d'être utile et en familiarisant finalement toutes les équipes à ce que c'est que la paire aidance. Sur un CMP, il n'y a pas cette difficulté. Sur un CATTP qui est maintenant nécessairement complètement orienté réhabilitation psychosociale, avec des personnes qui sont formées aux outils de la réhabilitation, il n'y a pas cette difficulté. Dans un centre de réhabilitation, c'est ce qu'a dit Philippe, on peut même pas imaginer qu'il n'y ait pas de père aidant. On peut pas faire de la psychoéducation sans père aidant. On peut pas engager dans les soins sans père aidant. On peut pas faire de directive anticipée sans père aidant, etc., etc., etc. Enfin, tous les outils que j'ai cités tout à l'heure. Ça, si c'est porté par des infirmiers, des éducateurs ou des médecins, ça sonne un petit peu faux, ça sonne un petit peu creux. Pour que ça sonne juste, il faut que ce soit du vécu. Donc, il faut que ce soit porté absolument par un père aidant. Donc, je pense qu'il faut commencer par les endroits où c'est le plus facile. C'est les centres de réhabilitation psychosociale, c'est les CATTP qui sont en général le lieu d'expression de la réhabilitation psychosociale et des approches orientées rétablissement sur une structure type secteur de psychiatrie générale. Ensuite, les CMP, ensuite les équipes mobiles où c'est en général très évident. Et le plus difficile, c'est l'hospitalisation. Mais là, ça peut vraiment faire changer les choses. Parce que si vous voulez transformer les pratiques en intra-hospitalier, où il y a des moments de tension, des moments de crise, il y a potentiellement de la violence, et que vous voulez enlever la violence, la prévenir et prévenir l'isolement et la contention, vous n'allez pas le faire sans père aidant. Vous allez le faire en introduisant vraiment des modalités différentes de relations avec les personnes, en mettant éventuellement des chambres sensorielles comme on l'a fait, en recevant systématiquement les familles, en permettant aux gens de prévoir ce qu'ils souhaiteraient s'ils étaient tendus, pour éviter d'avoir à les isoler et à les contenir. Si vous faites tout ça et que vous arrivez à engager l'équipe là-dedans, c'est gagné. Et là, le père aidant, sa collaboration pour le changement, pour la réorganisation, elle est indispensable. Donc, vous voyez, ça couvre tout le champ de la psychiatrie hospitalière. Évidemment, après, c'est derrière pareil dans le médico-social, c'est pareil dans les structures sociales. Vous avez des pères aidants aussi, précarité. Moi, je travaille avec un CHRS, on a un partenariat, on a accès direct pour certains patients psychotiques ou qui ont des troubles mentaux sévères à des places dans ce CHRS, sans passer par la maison de la veille sociale. C'est un partenariat, il y a un temps plein infirmier, un temps plein de père aidant. Mais c'est un temps plein de père aidant précarité. Philippe Augiron avait organisé un congrès qui était très intéressant au ministère de la Santé avant le premier confinement. Et on voyait bien qu'il y avait 3 dimensions à la pérédance. La pérédance en santé mentale, c'est ce dont on parle maintenant, la pérédance par rapport à la précarité et la pérédance par rapport à l'addictologie. Ces 3 champs-là, ils nécessitent vraiment la présence de père aidant. Ils se confondent pas, ils se recouvrent en partie. Ça, peut-être Philippe, tu veux rebondir là-dessus?
Oui, ça reprend un petit peu tous les domaines dans lesquels on doit pouvoir se rétablir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement le champ du sanitaire, il y a le champ, il y a le champ physique, le champ du sanitaire, le champ médico-social, le champ social, et aussi avec des problématiques qui sont spécifiques, notamment une problématique qui est assez courante, c'est celle de l'addictologie, en fait, que l'on observe fréquemment en santé mentale. Donc, il ne faut pas se priver de proposer un accompagnement avec un père aidant dans tous les milieux où se trouvent des personnes qui sont concernées par ces problématiques et quel que soit leur niveau de rétablissement. Parce que selon son niveau de rétablissement, eh bien, on a des accompagnements qui évoluent, vous le savez bien. Et le but de tout accompagnement, en tout cas dans les services éclairés orientés soins aux pratiques de rétablissement, ça reprend en quelque sorte la définition de 2005 de la santé mentale proposée par l'OMS, qui stipule qu'une personne en bonne santé mentale est une personne capable de s'adapter aux diverses situations de la vie. Et tout l'accompagnement des professionnels, selon le point où se trouve la personne dans son rétablissement, eh bien, c'est d'être en capacité d'accompagner la personne pour qu'elle puisse s'adapter le mieux possible aux diverses situations de sa vie. Et donc, les prises en charge, les accompagnements évoluent, et c'est donc la raison pour laquelle que tout au long de ce parcours de rétablissement, de réhabilitation, on doit pouvoir proposer aux personnes un accompagnement avec un père aidant. Après, il faut bien évidemment, encore une fois, insister sur le fait que les équipes soient formées, apprennent à travailler avec un père aidant, et trouve du sens, et c'est la raison pour laquelle je milite aujourd'hui pour que tous les professionnels de demain, toutes les personnes qui sont étudiants aujourd'hui, les étudiantes et les étudiants d'aujourd'hui, futurs médecins, infirmiers, assistantes sociales, ergothérapeutes, qui aient la possibilité de se retrouver dans un milieu où un père aidant soit compatible, et bien que durant leur temps d'études, eh bien il y ait des enseignements sur le rétablissement, la père-aidance, l'empowerment, et que ce sujet soit abordé dans un temps d'enseignement et non plus dans un temps de formation professionnelle. Cela nous permettrait de gagner beaucoup de temps pour que chacun y trouve du sens et que chacun ait la plus grande capacité à se rencontrer et à travailler ensemble en levant les résistances que l'on connaît aujourd'hui. Tout à fait. Alors, effectivement, bon, c'est intégré dans un certain nombre de formations. Moi, effectivement, pour le DES de psychiatrie de Lyon, dont je suis responsable, les pères aidants interviennent. Pour les écoles d'infirmiers avec lesquelles on a des liens, les pères aidants interviennent. Mais vous voyez, ça se fait forcément région par région. Donc, ce discours-là, il est important à porter. Ce que je voulais dire aussi, avant d'oublier, c'est que pour défendre la père aidance, il y a quelque chose de très important dont chacun doit faire état, c'est le fait que c'est quelque chose qui a une efficacité qui est avérée par des études scientifiques d'un haut niveau de preuve. L'étude randomisée contrôlée. Bon, vous avez l'étude qui est parue dans le Lancet en 2018, qui montre que quand on tire au sort par rapport à la rédaction d'un livret de rétablissement, soit tout seul, livret reçu par la poste, soit aide par un père aidant, réduction d'hospitalisation d'un tiers dans le deuxième groupe. Et puis là, il y a l'essai randomisé contrôlé également en PREPS avec Marseille et Paris, qui a été monté par Aurélie Tinlan, auquel on a participé, sur la réaction des directives anticipées en psychiatrie, aidé par un père aidant. Et dans le groupe aide par un père aidant avec directive anticipée en psychiatrie, il y a moins de jours d'hospitalisation, il y a moins d'hospitalisation sous contrainte. Les résultats sont en cours de publication, on les a reçus il y a quelques jours, et on est en train de soumettre l'article avec Aurélie. Donc ça va être bien publié, je pense. Donc on a des résultats tangibles qui montrent que c'est finalement économique et que les pouvoirs publics ont intérêt à financer ce type de poste. C'est pas qu'une question de conviction. La conviction, elle prime. Pour moi, elle prime. C'est évidemment pour ça que je le fais. Mais pour convaincre les décideurs, il faut aussi avoir des arguments financiers. On les a. Donc, il ne faut pas hésiter à les employer, à y avoir recours. La publication du Lancet, vous l'avez, c'est Johnson et collaborateurs Lancet 2018. Et puis d'autres, dès qu'elle sera parue, évidemment, on l'enverra à tous. Et puis peut-être que pour terminer, avant de passer à la séance de questions, et je vois qu'il y a des remarques sur le chat, mais je n'ai pas le temps de lire en même temps, parce que j'essaye de bien regarder ce que j'ai sur l'écran. Parler un tout petit peu des formations. Donc, je pense que ces formations, elles permettent qu'il y ait un vivier maintenant de pères aidants et que vous puissiez, dans vos différents services, si vous êtes professionnel de santé et responsable de structures de soins, vous pouvez recruter des pères aidants parce qu'il y en a qui sont formés à Paris 13, il y en a qui sont formés à Lyon 1. Et ce qu'on peut vous garantir, c'est la qualité de la formation et c'est le fait que les gens qui obtiennent les diplômes ont la capacité à exercer la fonction. Pour moi, d'ailleurs, c'est pour le diplôme de Lyon 1 dont je peux parler, que ce serait Philippe pour Paris 13, c'est l'unique critère.
C'est-à-dire quelqu'un qui a été trié une première fois, parce qu'on a eu 190 demandes, par exemple, cette année. 190 demandes, on en a reçu 65 à l'oral en binôme pendant 1 heure. On a consacré 130 heures de professionnels à faire un deuxième tri, premier tri sur dossier. On a lu les 190 dossiers, il y a des gens qui écrivent beaucoup. Les prochaines, on va mettre des cases plus petites parce que ça fait trop de pages à lire. Et ça nous permettra de faire un tri quand même sur dossier. Première étape, tri sur dossier. Deuxième étape, le jury qui reçoit pendant 1 heure. Et puis troisième étape, c'est l'examen. C'est ce qu'on a fait avec Philippe et puis 7 ou 8 autres personnes la semaine dernière. Et donc les personnes qui ont franchi ces 3 étapes, qui ont bénéficié de tout l'enseignement, on est certain qu'elles peuvent contribuer à la pérédance, salariés ou bénévoles, enfin selon leur choix, bien évidemment. Oui, effectivement, il y a une nécessité de former les pères aidants pour leur donner la capacité d'intégrer les institutions. Sans cette légitimité que donne le diplôme, c'est très compliqué d'intégrer l'institution sur l'autoproclamation. Alors, il y a effectivement 2 formations, celle portée par Lyon 1 et le CR de Lyon que dirige le professeur Franck, et également une autre formation portée par l'Université Sorbonne Paris Nord. Je connais très bien ces 2 formations. Les contenus sont formidables, sont de très très bonne qualité. Ce ne sont pas, j'allais dire, des formations au rabais, pas du tout. Regardez un petit peu le contenu et les intervenants de ces formations. Je vous assure qu'il y a quoi faire pâlir certaines formations dans d'autres champs. Ces formations permettent aux pères aidants de commencer à avoir une culture commune, un langage commun, pour faciliter son intégration au sein des services et surtout avoir une capacité de se différencier avec une pratique spécifique en faisant l'acquisition d'outils notamment communautaires pour se distinguer de ces autres professionnels. Il s'agit aussi de comprendre ce que font les autres professionnels, de savoir d'où on vient et d'où on va et de connaître un petit peu ce que peut la pérédance, son origine et ses objectifs. Et là, généralement, il y a un point qui est difficile pour certains soignants. Eh bien, vous savez, la science fonctionne essentiellement avec un sens, c'est l'observation. Eh bien, c'est de quitter, j'allais dire, ces lunettes à visée symptomatique, parce que on est tous déformés par nos formations, et puis les professionnels regardent des signes qu'on appelle des symptômes, et puis on évalue si la personne va plus ou moins bien par rapport à ce qu'on observe, mais aussi par rapport à ce qu'elle nous dit. Des pratiques orientées rétablissement, oui, on s'intéresse à ces signes-là, mais on part du principe que chaque personne est capable d'aller vers du mieux-être, d'aller vers une forme d'émancipation, d'autonomie et d'aller vers son projet de vie. Et il s'agit de regarder plus que les symptômes, d'observer ses forces et savoir sur quoi, au niveau de ses forces, on peut s'appuyer pour commencer à évoluer sur son parcours de rétablissement. Et donc, ces formations-là ont un regard spécifique avec des professionnels qui apportent leur point de vue, mais aussi des pères aidants qui parlent de leur expérience et de leur intégration au sein des équipes. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de formation sur le rétablissement ou d'intervention sur le rétablissement, l'empowerment et la pérédance sans qu'il y ait des personnes concernées qui y participent. Et c'est ce que proposent ces formations et c'est la raison pour laquelle ce sont des formations qui sont complètes et qui arment très bien les étudiants à intégrer des équipes. Et les équipes le reconnaissent. Elles reconnaissent bien aussi que le fait d'avoir été formés à des pratiques orientées rétablissement par des personnes concernées également, ça leur permet de mieux connaître les enjeux. Et souvent, les professionnels y trouvent du sens. Et encore une fois, travailler avec des pères aidants professionnels, c'est s'ouvrir à un autre territoire, s'ouvrir à un autre champ de connaissances. Je voudrais revenir simplement à ce que disait l'une de mes collègues infirmières à 3 mois après mon arrivée dans le service à l'hôpital de jour où je travaillais à l'hôpital Sainte-Anne. Elle disait que depuis que Philippe est là, on ne donne plus la toute-puissance au modèle théorique, on se recentre sur l'humain. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui modifie bien évidemment son point de vue sur les troubles, mais qui modifie aussi petit à petit l'esprit d'une équipe et les pratiques d'une équipe que d'intégrer un père aidant professionnel. Nicolas? Donc en fait, il faut susciter l'envie de travailler avec un père aidant, et puis après le père aidant va favoriser la transformation, va la confirmer.
et va faire aboutir vraiment le changement. Je pense que c'est quelque chose qui se tient complètement, et des pratiques en rétablissement sans père aidant, je pense que ça n'a pas trop de sens. Alors, on est à votre disposition pour une discussion, parce qu'il reste que 10 minutes, je crois, donc c'est peut-être bien qu'on puisse échanger, si c'est possible. Merci beaucoup, Franck, pour vos interventions. Ça rejoint beaucoup les interventions de ce matin. Donc, avant que je regarde au niveau des chats, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Pas de questions dans la salle, si? Attends, il faut d'orthographe. Boum. Bonjour Philippe, on se connaît, bonjour Franck. Je vous disais, en fait, on est tous d'accord sur convaincus sur la nécessité d'aller vers la réforme des établissements avec des parents. Est-ce que pour amplifier la dynamique, parce qu'on voit bien que la santé mentale c'est piloté, mais de manière très voilà. Bien que les équipes sur le terrain ont envie d'aller là-dedans, mais bon. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, créer, pour exemple Franck, un prix où chaque année, on mettrait en lumière quelques pères aidants en France, voilà, histoire de donner de la visibilité des expériences de terrain, pour que justement ça amplifie un petit peu la dynamique et que chaque équipe ait envie aussi de se dire, ben voilà, nous aussi, on a intégré, on a franchi ce cap et on a intégré un père aidant dans notre équipe, on est vraiment passé sur les pratiques volontaires établissements avec un père aidant au quotidien. Voilà. C'est pas bien entendu, je crois qu'il y a une proposition, mais on n'a pas tout entendu. Oui, je suis désolée, c'est en résumé, je vais essayer de résumer M. Robin. Donc c'était, est-ce que finalement on peut pas mettre en lumière certains parcours de père aidant et de médiateurs, enfin voilà, de façon annuelle, ou en tout cas par rapport, je pense, aux politiques, ou créer un concours ou quelque chose comme ça? Moi, j'ai une proposition immédiate pour répondre à ça. Le site du Centre ressources de réhabilitation psychosociale a une rubrique père aidance et on valorise tous les témoignages. Si on nous envoie des productions, on va les mettre en ligne, que ce soit des vidéos, des textes, des dessins, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous paraît refléter effectivement le parcours des pères aidants et l'intérêt de la père aidance. C'est ça, ce serait vraiment tout à fait bien. Après, il y a des occasions comme celle d'aujourd'hui, puis il y a des livres comme celui Père aidance en santé mentale, auquel certains d'entre vous, dont Philippe, ont contribué. Il y a le livre de Sabrina Palimbo, qui est aussi un livre collaboratif avec pas mal de pères aidants qui ont écrit. Il y a plein de choses finalement qui permettent que les témoignages aboutissent et se diffusent, mais je suis bien d'accord sur le fait que si on crée d'autres occasions, c'est encore mieux. Donc on est preneurs, nous on est tout à fait preneurs, déjà pour les valoriser virtuellement, ça coûte rien du tout. Et par contre, vous savez, le site du Centre ressources, il y a 40 000 visiteurs par mois, c'est en cours d'augmentation progressive, donc ça vaut le coup. Faites-le, allez-y. Hein. C'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, du côté du chat, il y avait la question sur les familles aussi. Les droits des familles et des associations. Voilà. Intégrer les pères aidants dans l'accueil et la sensibilisation au rétablissement auprès des aidants, des associations et surtout des parents, afin de les associer au parcours du cheminement d'un parcours de rétablissement. Je ne sais pas si vous voulez. Oui, je suis bien d'accord. L'UNAFAM est bien dedans maintenant, ils ont bien compris, je pense, et ils le réclament d'ailleurs. Moi, pour vous citer un exemple, et après je passerai la parole à Philippe, parce qu'il veut sûrement réagir sur ça. Mais quand il y a eu le PTSM de Lyon et du Rhône, Lyon Métropole et Rhône, c'était des personnes concernées et des familles, et les familles ont réclamé la présence de père aidant. C'est aussi pour le projet de pôle, quand on a construit le projet de pôle, j'ai créé une unité d'aide aux aidants, et les familles, avec l'UNAFAM en particulier, ont réclamé qu'il y ait un père aidant qui puisse venir éclairer les familles sur la possibilité du rétablissement. Parce qu'ils se sont saisis de ça. Donc ça, c'est pour une association, l'UNAFAM, mais je pense qu'il faut travailler avec toutes les associations partenaires. Je suis complètement d'accord avec ça. Philippe? Oui, bien sûr. C'est fondamental. Travailler avec les familles, c'est fondamental. On peut pas faire sans. Alors, à plus d'un titre, à savoir qu'il faut s'appuyer sur la famille quand on peut, c'est soutenant. Et lorsque la famille est soutenante, eh bien les chances de rétablissement de la personne sont plus élevées, d'une part. Par ailleurs, il y a des familles qui sont en demande de témoignages de personnes concernées et de pères aidants notamment pour savoir qu'est-ce que c'est que le rétablissement, qu'est-ce qui a fonctionné
fonctionner pour eux, quelle orientation. Et puis aussi, il y a des associations, et je pense notamment aux Alcooliques Anonymes, qui proposent des groupes qu'ils appellent des Alanons, et sont des groupes spécifiques pour l'entourage, pour que l'entourage puisse connaître la maladie. Alors, on n'est pas dans le champ de la psychoéducation ou de l'ETP, mais c'est simplement une forme de témoignage entre membres de familles avec une personne concernée par une problématique addictive et là alcoolique plus spécifique, qui permettent de partager entre eux, de se sentir moins seul et de voir un petit peu les ressources disponibles. Ça fonctionne très très bien. Inclure l'entourage au sens large, ça fonctionne très très bien et je pense que ça devrait être proposé par les médecins qui reçoivent des membres de l'entourage, de les encourager à aller vers des associations et puis aussi demain probablement de les mettre en lien avec des pères aidants pour leur transmettre aussi un message d'espoir, un message de rétablissement. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Je vous remercie beaucoup. Bon, merci beaucoup. On va passer à la présentation suivante. Je voudrais simplement ajouter quelque chose, parce que je vous remercie encore une fois d'avoir organisé cette journée, ce colloque sur le rétablissement. Alors, si vous souhaitez rencontrer en présentiel pour le coup des pères aidants, vous aurez cette chance, notamment au prochain congrès Réhab qui aura lieu début juin à Angers, mais aussi au prochain congrès de la FRC en septembre qui aura lieu à Nancy. Donc, ne vous privez pas de ces deux opportunités, pour continuer à nous aider à faire avancer tous ensemble, professionnels, usagers, pères aidants, membres de l'entourage, pour que demain, il y ait de plus en plus de pères aidants professionnels et que demain, les usagers souhaiteront aller vers des équipes de soins où il y a des pères aidants. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour cette invitation et puis bonne fin de congrès. Alors. Merci à tous, merci Philippe, merci Lucia. Au revoir. Au revoir. Au revoir.